Et là maintenant, nous allons demander à nos partenaires en réseau de nous dire ce qu'ils souhaitent aussi dans leur partenariat avec l'appel des appels et ce que l'appel des appels leur a apporté. Donc pour cela, j'ai invité l'AFNAREN, c'est-à-dire l'éducation nationale, on va dire, un peu, bah oui, c'est le champ de la pédagogie éducative, en la présence de Laurence Fourtouille, qui fait partie de l'appel des appels depuis un moment et qui est présidente de l'AFNAREN, et de Françoise, qui est vice-présidente, c'est ça, de l'AFNAREN, et qui va être présidente. Je viens de terminer mon mandat. Bon, voilà. Et qui participe depuis quelque temps aux différents bureaux et AG de l'appel des appels. À ma droite, le champ de la psychiatrie, je pense que c'est important, peut-être parce que je suis psychiatre, mais sous la forme de collectif. Alors nous avons la présence du Printemps de la psychiatrie, qui est un collectif qui s'est créé il y a quelques mois, à l'hiver 2018, et qui a été lancé à l'initiative de l'USP, c'est-à-dire le syndicat de la psychiatrie, un syndicat plutôt à gauche des psychiatres, et qui a fait appel à l'appel des appels, en invitant Roland Gori, et donc moi-même j'y suis allée, à venir participer aux premières réunions de ce qui allait devenir le Printemps de la psychiatrie qu'ils vont vous présenter. Et puis, pour les 39, ce qu'on appelle les 39, Martin Pavelka, qui est déjà intervenu ce matin, les 39 s'étant constitués en même temps et parallèlement à nous, en 2008 et 2009. Donc ce sont des compagnons de voyage, voilà, parallèles, je dirais. L'appel des appels, pour ma part, juste un mot, est un lieu où justement on peut recueillir ce que les uns et les autres souhaitent, pensent et sont animés d'un désir. Malgré tout ce qui a été dit, même en mars, il y avait un désir de se rencontrer, de se parler, de partager. Et c'est un lieu aussi où je peux faire ça, c'est-à-dire lire une phrase qui est importante pour moi, et donc je la lis. Peut-être que l'histoire de l'humanité est aussi la douloureuse histoire du combat mené par des hommes pour résister, pour contrarier, pour empêcher l'inadmissible suprématie du plus fort sur le plus faible, du nanti sur le démuni, de l'installer sur l'exclu. De cette histoire, je veux partager, je veux assumer l'héritage. Je revendique de ma solidarité profonde avec la folie, la misère et la souffrance. C'était Pauline Lenné qui disait ça, qui était un de mes collaborateurs dans l'Essonne, dont certains connaissent l'action. Voilà. Le lieu de l'appel des appels, ça peut être un lieu où on dit ça. Voilà. Donc je vais donner la parole à Laurence, pour commencer, qui organise la table avec moi. Bonsoir, et merci d'être encore un peu à l'écoute après toutes ces longues heures de concentration sur les paroles des uns et des autres. Alors, je vais nous présenter, moi comme co-animatrice de cette dernière table ronde, et Françoise comme intervenante, mais nous appartenons toutes les deux à la même fédération. Et cette fédération rassemble des professionnels de l'éducation nationale, des enseignants spécialisés, profession qui a été créée il y a 50 ans par l'institution elle-même, qui depuis n'a eu de cesse que de la contester dès l'instant où elle a été créée. Pour des raisons complexes, mais Félix Gentilly dit que, entre autres, c'est parce que ces personnels qui sont convoqués, missionnés pour venir en aide aux enfants en difficulté scolaire, révèlent aussi les dysfonctionnements des politiques éducatives. Mais c'est plus complexe que ça, pour un tas de raisons. Depuis 50 ans, on ne veut plus de nous, mais on ne peut pas se séparer de nous. Donc nous naviguons dans cet entre-deux, dans cette ambivalence, et nous nous en servons comme point d'appui pour nos actions, pour
cet élan toujours renouvelé pour défendre, promouvoir et faire connaître notre métier. Je vais naviguer entre le je et le nous parce que ici je représente donc la fédération FNAREN, qui est une fédération d'associations départementales qui sont hélas de moins en moins nombreuses, puisqu'au fil du temps, au fil des années, depuis 10 ans, des AREN, associations départementales, disparaissent faute de membres actifs, de rééducateurs, puisqu'il existe des départements, et notamment les Bouches-du-Rhône, où il n'y a plus un seul professionnel rééducateur, donc notre profession, dont on vous parlera un tout petit peu, du tout, donc forcément il n'y a plus d'AREN. Donc ces collègues qui venaient nous rejoindre dans les conseils d'administration à Paris ne viennent plus, on ne sait plus ce qui se passe à l'école dans les Bouches-du-Rhône, on ne peut plus observer ce qui se passe puisqu'on n'a plus de collègues. Mais quand même, si on dit qu'en 2009, nous devions tous être supprimés, c'est Luc Ferry qui a annoncé à la radio, très maladroitement d'ailleurs, parce qu'il y a eu une levée de bouclier, que les enseignants spécialisés des RASED, à savoir nous et nos collègues maîtres E, allions tous devenir variables d'ajustement par rapport aux réformes de suppression des postes. Et bien depuis, on a fait un tel ramdam, mais nous étions déjà prêts pour ça, parce que nous savions que ça allait arriver, et comme depuis que nous sommes créés, nous sommes force de résistance, puisqu'on a commencé à résister dès l'instant où on a été créé, la fédération a 35 ans. Donc on était déjà prêts à se mobiliser. C'est là qu'on a rencontré l'ADA, en 2009. Donc c'est l'annonce, c'est Sarko, c'est la politique éducative de Luc Ferry. Tous les personnels RASED vont être remis dans des classes pour subvenir aux besoins de personnel de l'éducation nationale. Donc plus d'aide aux élèves en difficulté de celle qu'on apportait et de celle à laquelle on croyait et de celle pour laquelle on s'était formé et pour laquelle on avait sué pour se former, parce que c'était pas si simple. Pour la plupart d'entre nous, après 10, 15 ans, 20 ans pour ma part d'enseignement, de repartir sur une reconversion et de se remettre, de changer de posture par rapport à la difficulté où on n'attend plus des résultats et où on se positionne autrement que dans cette attente de résultats. Donc, je voudrais remercier tout d'abord les membres du bureau de l'ADA qui nous proposent cette place. Cette possibilité de se sentir reconnu, cette possibilité de se sentir légitime dans nos pratiques et dans le droit de porter la parole des actuels 900 adhérents de la FNAREN, autrefois 1300, sur 3000 personnels sur le territoire. Roland dit des rééducateurs de la FNAREN qu'elle est une véritable institution, ce qui nous rend très fiers. Car en effet, nous avons développé des moyens de résister sur différents plans, dans de nombreuses directions, et nous sommes toujours là, et les RASED, dispositifs auxquels nous appartenons au sein de l'école, sont toujours là, dans les textes en tout cas. Et Roland dit aussi de nous que nous sommes une profession canarie, ce qui nous rend aussi très fiers, parce que depuis longtemps, comme les canaris dans les mines qui annonçaient les coups de grisou, ça fait longtemps qu'on crie « ça va pas ». Et aujourd'hui, à la place où nous sommes, dans l'école, et Françoise va vous en parler tout à l'heure, on observe des choses vraiment tragiques, dramatiques, tragiques, de ce qui se passe à l'école dans le premier degré en tout cas, par rapport à la question de la difficulté, associée à la question de l'inclusion, mais pas seulement. Mais pas seulement. Donc, la FNAREN existe depuis 35 ans, et nous avons rencontré l'ADA dès le départ. C'est pas moi, c'est la FNAREN. À l'époque, c'est Annie Cassard qui était la présidente de la fédération. Nous connaissions déjà Roland depuis longtemps. Il était intervenu lors de notre congrès de Nice, qui était d'ailleurs mon premier congrès en tant que professionnel, puisque la FNAREN organise tous les ans un congrès en France, un congrès qui a rassemblé autrefois 1000 personnes, maintenant qui en rassemble 500, du fait de la diminution des personnels, mais qui est toujours un moment de formation très fort, Françoise vous en parlera, et surtout de militantisme très très important. Donc, à ce moment-là, nous étions déjà organisés pour résister, quand nous avons rencontré l'ADA, et quand les annonces de Luc Ferry sont tombées, nous étions prêts à démarrer, et nous avons fait quelque chose d'inédit,
c'est-à-dire nous avons fait connaître notre métier au grand public, ce qui n'avait jamais été fait jusqu'à présent. Jusqu'à présent, on participait aux manifestations enseignantes, dans le cadre des syndicats enseignants, mais on ne se définissait pas, on ne se présentait pas comme entité à part entière. À partir de cette fois-là, on a dit, les RAZED vont défiler en RAZED. Il va y avoir des banderoles RAZED, sauvons les RAZED. Donc, et c'est comme ça que le grand public a commencé à nous connaître, sans trop parfois savoir ce qui on était et ce qu'on faisait, ce qui est un peu normal, puisque même nos propres collègues ne sont pas formés à savoir ce que nous... Quand des jeunes collègues arrivent dans les établissements, ils ne savent même pas qui on est et ce qu'on fait. Parce qu'on ne les forme pas du tout à qui on est et ce qu'on fait et ce qu'on peut apporter dans l'école quand ils sont en difficulté avec des élèves. Et à ce moment-là aussi, on a eu l'idée de fabriquer un film qui s'appelle Un parmi les autres, UPLA, qui est en vente, qu'on vend et qui va d'ailleurs être qui va d'abord être mis en ligne librement, qui parle de notre métier, de ses tenants, de ses aboutissants, étayés par des paroles de scientifiques, par des paroles de théoriciens qui, heureusement, légitiment nos pratiques. Parce que l'institution ne cesse de nous disqualifier, ne cesse de le faire. Et heureusement, et c'est ce qu'on trouve aussi, cette légitimation extérieure, pas dans l'entre-soi avec nos propres théoriciens, pas avec nos propres théoriciens qui ont construit des théories à partir de nos savoirs d'expérience, mais à l'extérieur avec d'autres personnes qui font d'autres métiers, qui viennent reconnaître l'efficience, la pertinence de nos actions dans l'école. Voilà, donc je vais passer la parole à Françoise, qui va vous dire maintenant, je vais faire court, j'aurais beaucoup à dire, je suis très bavarde, mais on m'a dit, et puis aussi, moi aussi j'essaye de me discipliner, qu'il ne fallait pas que je parle trop. Et puis voilà, donc je passe le micro à Françoise qui va vous dire ce qu'on peut observer aujourd'hui. Et j'ai oublié de parler du collectif national RAZED, mais je te laisse le faire. Il est prévu que j'en parle. Tu as déjà parlé d'un certain nombre de choses dont tu devais parler. Dont je devais parler. Et j'ai pas approfondi. Non, très bien. Donc, bonsoir et merci de nous donner l'occasion aussi de parler toujours de notre beau métier. Je voulais revenir un petit peu sur l'histoire des RAZED. Parce qu'au départ des RAZED, dans les années 70, il y a les GAP, Groupements d'action psychopédagogique, et qui ont été une expérience intéressante parce qu'on a proposé à des enseignants spécialisés dans les écoles d'expérimenter, de bricoler des actions auprès des enfants pour qui il était difficile de s'adapter aux exigences de l'école. Donc ce sont des IDEN qui sont maintenant nos inspecteurs. Donc, à l'époque, c'était des inspecteurs départementaux qui sont venus observer ces expériences et qui, suite à ça, ont fait remonter leurs observations et la norme est venue fixer une partie du travail, enfin du fonctionnement des GAP. Ce qui se passe maintenant, c'est que la norme ne vient plus après des expériences menées dans l'école, mais elle est antécédente au travail, donc elle vient fixer notre travail. Et c'est comme ça que du jour au lendemain, on apprend qu'on a un nouveau diplôme. Donc on n'est plus des enseignants de l'adaptation scolaire et du handicap, mais on est des enseignants promoteurs de l'école inclusive. Donc ça, on nous apprend un jour qu'on a ce diplôme-là et que celui qu'on a passé n'existe plus. Et puis le fonctionnement change progressivement. Et on nous impose des méthodes de travail. Alors, on a réussi à obtenir quand même pour nous, les rééducateurs, le principe de l'aide individuelle auprès des enfants, mais ça a été au prix d'une longue bataille. Alors, je voulais reparler aussi de notre partenariat avec l'ADA, parce que depuis que nous avons rencontré l'ADA, nous nous sentons en résonance avec l'appel des appels, qui vient nourrir nos réflexions,
qui vient aussi nous soutenir et nous donner l'énergie de continuer. Donc notamment nos réflexions sur la médicalisation de la difficulté scolaire, puisque nous on en vient maintenant à parler non plus d'enfants en situation de handicap ou d'enfants dyslexiques ou d'enfants TDAH, je ne sais quoi encore, mais on parle entre nous d'enfants porteurs de diagnostic. On a inventé un concept. Voilà, c'est un nouveau concept, mais le ministre de l'Éducation nationale ne cesse de dire qu'on accueille de plus en plus d'enfants en situation de handicap à l'école, mais ce qu'il faut savoir, c'est que parmi tous ces enfants, il y a des enfants qui sont surtout porteurs de diagnostics. Alors de diagnostics les plus divers, puisqu'on entend parler de dyslexie émotionnelle, de troubles des fonctions exécutives. Alors ça, c'est très à la mode et ça permet de caser tout ce qu'on n'arrive pas à caser. Voilà. Donc, alors on a aussi donc réfléchi à ce concept d'inclusion, parce qu'on a toujours la surprise de découvrir qu'on n'apparaît jamais donc les réseaux d'aide spécialisés pour les élèves qui rencontrent des difficultés à l'école. On n'apparaît jamais dans les documents sur la lutte contre le décrochage scolaire. Et on n'apparaît jamais non plus sur tout ce qui concerne l'école inclusive. Voilà, donc nous, on s'est quand même intéressé à la question de l'inclusion, et surtout celle de l'inclusion qui exclut. Et qui exclut, on a rédigé un communiqué de presse qui s'appelle « Des milliers d'élèves exclus de l'école inclusive ». Alors, on s'appuie beaucoup sur la reconnaissance des membres de l'appel des appels, et on les remercie toujours pour leur accueil qui vient légitimer nos actions et nous donner l'énergie pour continuer. Parce qu'on a du mal à légitimer nos actions au quotidien, en fait, sur notre terrain. Alors j'aurais pu être aussi dans la dépressivité et rejoindre Éric Demougin quand il parle d'abandon de l'école par les enseignants. Mais après une journée, presque 2 journées ici, j'ai plutôt envie d'être optimiste et je pense plutôt aux actions que je peux voir ici et là et qui sont des signes d'espoir. Parce qu'aujourd'hui, donc la situation de l'école, Catherine Vidal tout à l'heure posait la question: nos cerveaux resteront-ils humains? Alors nous, dans nos écoles, la question qu'on se pose, c'est nos élèves ne seraient-ils que des cerveaux? Puisque désormais l'école est en grande partie organisée par le Conseil scientifique de l'éducation nationale, qui est présidé par Stanislas Dehaene, accompagné de sa femme et d'un certain nombre d'autres personnalités. Et qui maintenant a la main sur les programmes scolaires, sur la pédagogie, puisqu'il n'y a plus de liberté pédagogique maintenant à l'école. On vient, alors pour l'instant c'est sous forme de recommandations, mais aussi beaucoup de communication au grand public, et c'est comme ça qu'on vient imposer la seule méthode de lecture qui soit, la méthode syllabique, mais aussi plus récemment des recommandations sur l'école maternelle, où on vient imposer la seule méthode qui soit pour apprendre à parler, et qui consiste à répéter des mots qui sont situés dans un même champ sémantique et passer au champ sémantique suivant quand l'enfant a acquis le premier. Voilà, donc je caricature, mais pas beaucoup. Où j'en suis? Alors, je suis trop longue. 2 minutes. Alors 2 minutes, je vais avoir beaucoup de mal, mais je vais essayer de faire très vite. En ce qui concerne notre formation, donc elle a été notre métier, pardon, il a été attaqué en fait par la formation. Alors l'éducation nationale, elle fonctionne à moyens constants. Donc quand on veut créer quelque chose, on vient chercher parmi ce qui existe déjà. Et donc c'est ainsi que nous on est passé donc
de rééducateur de l'éducation nationale, une profession qu'on avait réussi à définir. En tout cas, on savait se reconnaître entre nous. Alors, elle n'était pas définie dans les textes officiels, parce que c'est tout simplement impossible, mais en tout cas, il y avait des grands principes de définis. Et là, on devient donc enseignant. Alors, KPI, ça veut dire quoi? Le P, je ne sais plus. Moi, je dis promoteur, mais c'est pas ça, en vrai. Pédagogie. Pour l'école inclusive, voilà. Et donc, désormais, une personne qui veut se spécialiser et devenir rééducateur de l'éducation nationale et faire notre métier, donc elle entre en formation, et en fait, on lui propose une autre formation qui n'a rien à voir, et dont on ne sait pas trop ce qu'elle contient. Voilà. Et à l'issue de la première année de formation, tous les enseignants qui sont sortis de cette formation ont dit avoir été maltraités institutionnellement. Alors on l'a dit au ministère, voilà, et on nous a répondu « Comment pouvez-vous dire ça ?» Voilà. Alors on a dit qu'on portait la parole de nos collègues. Voilà, on a dit qu'on portait simplement la parole de nos collègues. Voilà. Il faut savoir aussi qu'en amont de cette circulaire sur la formation dans laquelle on a appris que notre référentiel de compétences changeait, on a repris la maquette de formation, le projet de maquette de formation du ministère. On a travaillé toutes les vacances du mois de décembre dessus avec des formateurs de toute la France pour proposer une maquette de formation. Donc ça rentrait dans leur maquette, mais évidemment les contenus n'étaient pas tout à fait les mêmes. Donc voilà un petit peu les rapports qu'on entretient avec le ministère. Je crois qu'il faut que je sois un peu plus courte. Donc je vais vous parler des formes de résistance un petit peu de la FNAREN. Donc, alors, la FNAREN, donc, au niveau de la fédération, on écrit des textes, on rédige des communiqués de presse, donc comme celui qui portait sur l'école inclusive. On édite également une revue, Envie d'école, et une revue scientifique qui s'appelle L'Air. On diffuse également, donc là je vais revenir sur un parmi les autres, le film dont parlait Laurence tout à l'heure. Donc on l'a réédité, voilà, sur des clés USB. Et donc c'est un film qui témoigne de notre métier et qui fait témoigner aussi des personnes de notre comité scientifique, auquel nous avons le plaisir d'accueillir Roland voilà, depuis quelques mois. On travaille également avec des collectifs. Alors, on travaille avec le collectif RAZED, donc qui réunit les 3 professions des RAZED, donc psychologue scolaire, enseignants chargés de l'aide pédagogique et nous-mêmes qui sommes enseignants chargés de l'aide rééducative / relationnelle, relationnelle étant le nom qu'on nous a imposé il y a 2 ans, et puis qui réunit aussi de nombreux syndicats, la FCPE et l'AXAS. Donc on est 11 partenaires dans le collectif RAZED et ensemble on écrit également des textes. Donc on a écrit un 4 pages sur le pôle ressources de circonscription qui était une nouvelle instance, et plus récemment on a refait un 4 pages sur les RAZED. Alors les syndicats donc, qui participent au collectif RAZED sont aussi nos relais auprès du ministère, puisque malgré nos demandes on ne peut pas travailler directement avec le ministère. Alors on est invité, on rencontre les conseillers spéciaux, on peut être invité à la DGESCO et être entendu d'une oreille pas toujours attentive ou pas toujours bienveillante. Il faut savoir qu'à la DGESCO désormais, donc le DGESCO a été remplacé par une personne qui vient de l'armée de terre et qui est spécialiste de l'usure du pneu. Donc c'est parfois un peu difficile de dialoguer. Alors on participe également à beaucoup de choses auxquelles vous pouvez tous participer, à condition simplement de vous en informer. Ce sont les assises de la maternelle et les congrès du Conseil présumé scientifique de l'éducation nationale.
Alors, ce sont des congrès qui sont ouverts à tous. Il suffit de s'y inscrire sur Internet et après, on est réinscrit d'une fois sur l'autre. Donc, nous, on y va, on écoute, on regarde et puis on discute à la récré. Il faut que j'avance. Voilà. Alors, il faut que je termine. Ok. Alors, je vais quand même citer des partenaires qui sont importants, qui sont les orthophonistes de la FOF, qui sont ici, voilà, avec lesquels on se retrouve en famille, on peut dire. On est allé avec Laurence à leur journée d'études et on s'est vraiment senti chez nous. Roland y était aussi, oui. Le CEP Enfance, ATD Carmonde, enfin, et donc on a comme ça un grand nombre de partenaires. Et puis, donc la résistance, c'est aussi des actions de formation, puisque le seul moyen maintenant pour nos collègues de se former à notre métier, c'est de venir à notre congrès, c'est de venir aux actions de formation qu'on propose localement. Donc on a institué le printemps de la rééducation. Donc là, en fait, chaque association locale propose une action de formation. Alors ça peut être une formation au clown, mais ça peut être aussi ouvert à tout le monde et être un endroit où on présente notre métier. Enfin, il y a plein de formes d'action possibles. Donc dans certains cas, on arrive à s'introduire dans le plan de formation de l'éducation nationale. On a aussi dans certaines régions réussi à préserver dans notre formation l'analyse de pratique. Alors à Nantes, par exemple, on a réussi à obtenir 6 journées, enfin on avait 6 journées, maintenant c'est plus que 5, mais des journées complètes où on a une demi-journée d'échange de pratique libre entre nous et une demi-journée d'analyse de pratique avec un psychologue. Et ce qu'il reste, et qui est important, c'est la formation souterraine, puisqu'on n'a plus que ce choix-là. Donc les collègues qui entrent en formation, ils essaient de trouver les moyens de venir en fait sur notre terrain pour nous voir travailler, puisque dans certains cas, les tuteurs qui sont proposés par les SP sont des tuteurs qui ont 1 an d'expérience, voilà, et tout est fait pour que le métier ne puisse pas se transmettre. Mais heureusement, parmi les gens qui sont entrés en formation, il y a de vrais militants. Comme nous ne sommes pas un syndicat, mais une association de professionnels, une fédération d'associations professionnelles, normalement, nous n'avons pas le droit de disqualifier, de tenir des propos contre l'institution. Donc peut-être que Françoise et moi, on a pensé se faire comme ça. On sera peut-être blâmés. On va peut-être être blâmés à la suite de notre prise de parole. Voilà. Et je voulais juste faire une conclusion joyeuse quand même sur ce qui se passe dans ma campagne, puisque je suis en milieu rural. Nous, voilà, au moment de la loi Blanquer, il y a eu une vraie convergence des luttes. Donc on s'est retrouvés avec les syndicats d'enseignants, les fédérations de parents d'élèves, les Gilets jaunes, la France Insoumise, la CGT, mais non-éducation. Voilà, et on s'est retrouvés à lutter ensemble contre ce que j'appellerais même pas la loi Blanquer, mais le projet Blanquer, puisque derrière la loi Blanquer, ce que les gens n'ont pas vu apparaître, c'est la mécanisation de l'apprentissage à l'école, et notamment, ça commence par la mécanisation de l'apprentissage de la lecture, et je m'arrête. Oui, et je voudrais dire que nous tenons énormément à notre partenariat avec l'ADA, qui nous apporte beaucoup et dans cet élan, et moi je suis pas du tout déprimée en fait. Bon, très bien. Donc, voici une réponse que l'ADA continue pour l'extérieur. Donc là maintenant, voilà. Nous allons passer la parole pour un quart d'heure pour nos 3 collègues, puisque après, nous allons avoir la revue de l'ADA 13, les amis, voilà, que nous allons accueillir parce que c'est la culture, parce que c'est l'écriture, parce que ce sont des collaborateurs. Donc voilà, nous ouvrons bien sûr. Et après, pour terminer, à partir de 19h15,
nous donnons la parole à tout seigneur, tout honneur, à Richard Martin qui nous a accueillis et à qui nous allons demander de conclure. Voilà. Non, pour l'instant, non, il n'y a pas de question pour l'instant. D'accord. Non, on y va. On y va. On y va et puis des questions après. Ah oui, c'est ça. Pardon. Donc, merci de nous avoir... Présente-toi, s'il te plaît. Oui, je me présente. Pascal Boissel, je suis à l'Union syndicale de la psychiatrie et je suis au printemps de la psychiatrie. Donc j'essaie de parler un petit peu des deux, et puis après je pose la question, parce que depuis la salle, il y aura de manière évidente des compléments. Donc c'était il y a 10 ans que l'appel des appels était lancé, et c'était quelques mois auparavant que le président d'alors, le président Sarkozy, appelait un tournant sécuritaire de la psychiatrie à la suite d'un fait divers. Ce tournant sécuritaire continue toujours ses ravages. Le syndicat de la psychiatrie dénonçait alors cette politique de la peur, cette politique liberticide. Le diagnostic de perte de sens des métiers porté alors par l'ADA s'est confirmé dans le domaine de la santé, dans toute la fonction publique et bien au-delà. Plus près. Trop vite. Non, c'est très bien. Très bien. Plus près de nous, c'était il y a 2 ans. À l'Union syndicale de la psychiatrie, nous cherchions à lancer une initiative fédératrice pour relancer la perspective d'une psychiatrie émancipatrice pour une nouvelle politique de secteur. Nous tâtonnions lorsqu'il y eut la grève de la faim de soignants, aides-soignants et infirmières, membres d'une intersyndicale locale au Rouvray, à l'hôpital de Rouvray. Ils s'imposaient donc que c'était avec les soignants, avec les patients et avec les familles que nous devions agir. Ce qui va de soi, mais après, avant on ne voyait pas trop comment. Nous fûmes à l'origine de réunions qui aboutirent à la constitution de ce front nommé Printemps de la psychiatrie. La première réunion, Roland Gori était présent à notre invitation, réunion suivante. D'autres membres de l'ADA étaient là, 2 minutes en particulier. Et aussi des membres du collectif des 39, du NAPSI, de CERPSI, du fil conducteur. Et aussi rapidement, et de façon déterminée, solidaire. Et encore, il y a eu la CGT, et parfois le syndicat des psychiatres des hôpitaux. C'est une aventure collective, pluraliste, conflictuelle qui fut lancée. Il y eut l'organisation de 2 manifestations à Paris, la rédaction d'un manifeste, la création d'un site, de plusieurs sites, des initiatives dans cette région et ailleurs, et ici avec Dominique Frigard et Alain Abrieux. Et nous avons aussi contribué à un numéro de la revue Pratique sur la question de la psychiatrie. Donc nous aussi, on a quelque chose, on a un placement de produit. Alors, c'est en vente à la librairie. Avant que ça ferme, je vous conseille, il en reste plusieurs numéros. Donc, ce qui relie soignants et soignés, syndicats et associations, c'était un diagnostic commun. Celui de la catastrophe en cours dans le domaine de la psychiatrie, celui du management destructeur. Et les conséquences, le recours massif à la contention et à la contrainte. Plus généralement, comme ça a été dit tout à l'heure par Dominique, la clarification des êtres humains. Ce faisant, nous nous opposons frontalement au gouvernement, au ministre de la Santé et à la Fondation fondamentale, qui a déjà été citée juste. C'est important pour ceux qui s'intéressent d'aller regarder sur Internet. La Fondation fondamentale, c'est un lobby qui associe des cliniques privées, des firmes pharmaceutiques, certains universitaires et de nombreuses entreprises capitalistes en tant que telles. Donc, ce à quoi nous attaquions, c'était au pouvoir de faire taire, dont Martin a parlé ce matin. C'était aussi, ce qui a été cité par Sandrine, cette lutte contre la passion de l'ignorance, qui est ravageante. Vite fait, je voudrais citer 2 points sur la question des convergentes militantes et intellectuelles possibles, de notre point de vue. D'abord, à l'USP, nous sommes à attaque depuis le début des années 1990, donc la question du mouvement altermondialiste, même si celui-ci n'est pas au mieux de sa forme, et aussi la participation à la convergence des collectifs de défense des services publics face au démantèlement en cours des services publics et de la sécurité sociale. Donc ça, c'est quand même en fonction de nos forces, mais c'est évidemment de plus en plus important. Ensuite,
Vite fait, sur la question des gilets jaunes a été citée à plusieurs reprises. On n'a pas de compétences particulières là-dessus, même si on n'a pas participé à ça. Et d'autres, nous avons participé à certaines actions, manifestations, là où nous vivons, ou bien à Paris. Et sur la question de la répression, c'est donc la liberté d'expression, la liberté de manifester qui sont en danger de manière explicite. Et là, les associations de défense des droits humains, qui sont nos partenaires aussi dans la lutte pour la défense des droits des personnes hospitalisées, sont au premier plan. Donc on a un travail extrêmement important à faire avec eux. Et comme il a été dit hier soir, la justice est un terrain d'action et de lutte. Je passe la parole à Delphine. Alors, on s'était dit, enfin, j'avais dit à Pascal que je m'adapterais à ce qu'il dit, mais je ne sais pas si j'en serais capable. Enfin, donc, il y aura peut-être un peu de redite sur. J'en suis désolée. Et puis, je vous dis aussi que je pars à 19h, donc vous étonnez pas si je quitte l'estrade en courant. Donc effectivement, en 2018, donc je fais partie de l'USP aussi, et également du collectif Printemps de la psychiatrie. Tu t'es présentée? Non, peut-être, enfin voilà, je suis Delphine Glachant. Delphine Glachant. Donc en 2018, à l'USP, on a été alerté par un certain nombre de mouvements de grève de soignants qui se passaient dans différents hôpitaux psychiatriques. Et on a commencé à réfléchir ensemble à l'idée de refaire, j'allais dire, mais de faire des états généraux de la folie. Je dis refaire parce que c'était 15 ans après les états généraux de la psychiatrie à Montpellier, qui avaient laissé un certain nombre de gens sur leur faim, puisqu'il y a eu beaucoup de beaux discours, beaucoup de réflexions, etc., mais pas grand-chose après. Donc d'emblée s'est imposée à nous l'idée de convier un certain nombre de figures syndicales et intellectuelles, effectivement, de l'ADA notamment, pour reprendre ce combat, mais également de faire participer les patients et leurs familles. Et donc nous avons pris contact avec un certain nombre d'associations, UMAPSI, le fil conducteur, Advocacy, le CRPA, lesquels n'ont pas tous donné suite d'ailleurs, mais voilà, le dialogue perdure. Et également, on a pris contact avec les collectifs soignants en grève. Alors, pourquoi les patients? Ça va sans dire qu'ils sont les premiers concernés par leurs soins, mais également pour la raison qu'en psychiatrie, plus que dans toute autre discipline médicale, on va élaborer les soins à venir pour le patient sur le discours qu'il a sur ses propres troubles, et donc également sur ses propositions pour aller mieux. Donc c'est bien le patient qui va pouvoir aussi nous dire ce qui ne va pas dans notre système de soins et va contribuer avec nous à le changer. Alors, notre système de santé, on le dit, on le répète, a été déconstruit depuis une cinquantaine d'années sous l'égide de la rationalité économique. Et en psychiatrie comme ailleurs, les soins n'ont cessé d'être toujours plus quantifiés, chiffrés, évalués, valorisés, même si en psychiatrie on a échappé à la tarification à l'activité, il y a quand même la VAP, valorisation de l'activité psychiatrique. Cela a eu pour conséquence une nette augmentation de la productivité des soignants, lesquels sont dans une course perpétuelle au temps. Quand je dis les soignants, c'est
tous compris, hein, parce qu'on a tendance à limiter les soignants aux infirmiers et aux aides-soignants, comme si les autres n'en étaient pas, mais finalement tous les personnels des hôpitaux ont été pris par cette pression de productivité et donc cette course au temps et une moindre disponibilité pour la relation au patient ayant comme conséquence une augmentation du recours au traitement psychotropes et il y a des moyens coercitifs de prise en charge tels que la chambre d'isolement et la condition. Donc voilà, la qualité des soins en a pris un coup. Donc pris dans cet engrenage infernal, les soignants, pour le coup je dirais infirmiers et aides-soignants, ont fini par se soulever et c'est une bonne chose, parce que finalement, tous avaient le nez dans le guidon depuis bien longtemps, mais finalement, peu prenaient la parole pour dire ça n'est plus possible. Et là, les conditions de travail sont devenues tellement extrêmes que des soignants se sont mis en grève, compte tenu de leurs conditions de travail devenues intolérables d'une part, et aussi de la prise de conscience qu'ils ont eue, de se rendre compte que les tâches qu'ils effectuaient quotidiennement n'avaient plus rien à voir avec leur cœur de métier, et que finalement tout ça n'avait plus beaucoup de sens. Donc ils se sont mis en grève et c'est là qu'on a vu la grève du Rouvray à Rouen avec des personnes qui se sont quand même mises en grève de la faim pendant 14 jours. C'était jamais arrivé dans le monde hospitalier. Et il y a eu aussi les Perchés au Havre, les Pinel en lutte à Amiens, qui ont fait des campements. Les Perchés, comme son nom l'indique, ils étaient sur le toit. Mais bien d'autres, la psychiatrie parisienne unifiée, PPU, à Lyon, il y a eu et il y a encore un mouvement de grève important. Plus récemment, la militante à l'hôpital Marchand de Toulouse, enfin voilà, à Niort aussi, à Poitiers, enfin la liste est longue. Et finalement, ça nous a amené à plusieurs réflexions. Déjà que le militantisme changeait un peu de visage, ce ne sont plus simplement des syndiqués qui se mettent en grève, mais beaucoup de non-syndiqués, ce qui n'a pas été sans douleur d'ailleurs dans un certain nombre d'hôpitaux, puisqu'il y a eu des conflits et un peu de règlement de compte entre syndiqués et non-syndiqués. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, donc des nouvelles formes de lutte, avec par exemple voilà, cette forme extrême qui est la grève de la faim, ce qui montre bien à quel point déjà les gens étaient atteints dans leur corps par leurs conditions de travail pour en arriver à cette extrémité-là. Il faut que je me dépêche en fait. Oui, ce que je voulais rajouter, donc nous à l'USP au cours de notre congrès du mois de mars, on a justement invité un certain nombre de ces soignants à venir parler. On a été très touchés quand même par ces histoires. Par le fait que face à ça, les psychiatres dans les différents hôpitaux étaient quand même restés complètement en dehors, n'apportant que pas ou peu leur soutien. Enfin, c'était étonnant. Enfin, de toute façon, on le sait aussi, hein, les psychiatres sont très peu mobilisés depuis des années, et puis d'ailleurs, on peut le dire aussi que les psychiatres ont quand même été les collaborateurs des directions pour casser
le secteur, oui, entre autres. Donc voilà. Pour revenir sur le printemps, donc on a fait des réunions, on a fait ce manifeste. Alors comme je vais devoir partir, je ne pourrai pas vous le lire, mais s'il y en a qui veulent prendre un bout pour le lire, ça serait pas mal après. Et alors, ce qui nous paraît important dans le printemps, il y a eu déjà 2 manifestations en janvier et en mars. Pour la suite, il est question d'une grande réunion publique en 2020. Mais ce qui nous paraît surtout important maintenant, c'est que partout où c'est possible, partout en France, des réunions, des plus petites réunions publiques aient lieu, et qu'il y ait des rencontres entre les professionnels du champ de la psychiatrie, les patients, leurs familles, et puis tous les citoyens lambda qui, de près ou de loin, de toute façon, sont concernés par tout ça. Donc il y a le... Enfin, bon, si on n'en est qu'au début, on peine un peu, mais finalement il y a quand même une sorte d'identité printemps qui s'est créée, qui nous fédère. On est tous reliés à ce manifeste, enfin, et on sait que dans les réunions qui vont se passer un peu partout, et s'il y a des collectifs qui se créent, des collectifs locaux qui se créent, c'est tant mieux, mais partout on va partir de la même chose. Et voilà, on va essayer de se donner la force avec ça. C'est vrai qu'en région, comment c'est, PACA, ouais, voilà, il y a quand même un dynamisme au niveau des réunions, et bon, c'est chapeau. Voilà, allez, je laisse la parole et je vous fais. Alors, je m'appelle Martin Pavelka, j'ai parlé ce matin à titre de membre de l'appel des appels, membre depuis le début de l'appel des appels, et maintenant Dominique Terre nous a invités m'a demandé de parler au nom du collectif des 39. Et nous sommes plusieurs ici du collectif des 39, j'ai vu Catherine Lemoine, Serge Claude qui était là aussi, mais qui a dû partir. Donc nous sommes... moi je vais essayer en 1 minute, hein, voilà, parce que je pense qu'on a dépassé déjà longtemps. Je conçois ma prise de parole comme en salut de collectif de 39 à l'appel des appels. Parce que nous avons mené, nous avançons, on peut parallèlement. Le collectif des 39 essaye de formuler, comme l'appel des appels, formuler la problématique, mais d'un champ qui est un peu plus restreint, notamment dans la psychiatrie publique. Je tiens à dire que le collectif des 39, ce n'est pas que les psychiatres, c'est les infirmiers, c'est les patients, c'est les familles des patients, de plus en plus, depuis 10 ans que nous existons. Et donc cette réunion de ces différents partenaires et membres de collectif des 39 nous donne une certaine légitimité dans ce champ-là. Il y a un site internet qui vous enseigne sur des prises de position qu'on fait depuis 10 ans et encore ces dernières années. Je tiens quand même à dire que c'est très important pour nous, et pour moi en tout cas, qu'à côté de cette initiative collective des 39 en psychiatrie, existe aussi l'appel des appels, qui me paraît jouer un rôle, entre autres, d'une sorte d'instance symbolique qui a un effet réel à la tendance de fragmentation des luttes dans des champs différents de la société. Et ça, c'est irremplaçable. Merci. Merci beaucoup.
peut-être on peut prendre 2 minutes de questions avec la salle ou on fait passer tout de suite la revue là. On va pas avoir le temps sinon. Bon, la revue. Ben, pas la revue là en fait. On a quelques infos avec C'est pas... On entend, hein, c'est pas la revue en tant que telle, mais si jamais on prend pas le temps maintenant de faire venir les amis qui étaient... Oui, c'est vrai qu'il y a des gens forcément du printemps de la psychiatrie de Marseille. Et oui. Bon. On sait... On donne 2 minutes oui. quand même. Bien sûr. Bon. Donc Dominique, Friard. Sébastien, si tu veux dire. Merci d'être là. Bon, je ne sais pas moins faire, à peine une heure. Hein. Oui, donc des nouvelles de ce qui se fait en PACA du côté du printemps de la psychiatrie. Différentes associations se sont rassemblées. Le Point du Capiton, CERPSI, l'USP, la FREPCHA sur les Hautes-Alpes. Donc, se sont rassemblés pour organiser une sorte de caravane en PACA où on va aller à la rencontre des équipes dans les différents établissements. On a commencé à Montperrin le 25 juillet. On sera à Montfavet le 26 septembre autour de deux pôles qui sont les 2 pôles qui constituent le printemps de la psychiatrie, à la fois le renouveau du soin psychique et puis les modalités de lutte pour pouvoir rebondir et faire entendre ce qu'on entend, et notamment un soin qui soit plus de la contention, de l'isolement, qui soit plus ces patients qu'on fait attendre quand ils sonnent pour pouvoir rentrer dans l'unité parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on est sur l'ordinateur, parce que ces psychiatres qui se vivent uniquement comme des prescripteurs de médicaments, des infirmiers qui se vivent comme des distributeurs de médicaments, des patients qui ne se sentent pas entendus. À Montperrin, Juillet, on demandait mais c'est quoi le soin psychique pour vous? Il y avait des patients des GEM d'alentour qui étaient venus, qui nous disaient le soin psychique c'est de la disponibilité et de la présence. Et si vous pouvez nous offrir ça, on aura l'impression d'être soigné. Donc là, Montfavet, Valvert, Édouard Toulouse et plus d'autres lieux à venir qu'on annoncera au fur et à mesure. Mais l'idée c'est d'aller à la rencontre des gens dans les établissements, mais pas que, parce que la psychiatrie, elle doit être faite et défaite partout, et pas simplement par les professionnels. Voilà un peu ce à quoi on vise en PACA. Merci. Voilà, et au niveau des rencontres à venir, je voudrais juste rajouter que le 3 octobre, le jeudi donc 3 octobre, il y aura à Nîmes, en soirée, à l'Institut de formation aux soins infirmiers local, encore une réunion pour le printemps de la psychiatrie sur les axes que Dominique vient de développer. Merci beaucoup. Donc on voit que c'est un champ qui est en construction mais en mouvement, qui est en résistance et qui réfléchit sur sa pratique. En tout cas, un grand nombre de personnes, même s'il n'y a pas tous les psychiatres, ça c'est clair, et qui donc trouvent un appui dans leur participation et leur collaboration avec l'appel des appels. Parce que moi je souligne, je trouve important, et je remercie mes invités de le souligner. Alors, le printemps de la psychiatrie, la charte en question, qui s'appelle « Pour un renouveau des soins psychiques » est consultable sur le mail du printemps de la psychiatrie gmail.com. Voilà. Donc je vous le dis, allez-y, parce que c'est aussi un lieu d'indication de ce que fait le printemps de la psychiatrie. Or, le printemps de la psychiatrie travaille avec les patients, avec les parents, avec le médico-social aussi. Voilà, et avec l'éducation nationale pour ce qui est des enfants autistes. Donc, c'est... Hein ? Il y a une page Facebook très réactive. Ah voilà, oui, page Facebook très réactive, absolument. Et je rappelle que le printemps de la psychiatrie se joint à l'inter-syndical, je crois, des urgences. Hein. Voilà, le collectif interurgences. Voilà. Donc, un lieu assez vivant, finalement, même si un peu difficile à se trouver pour l'instant. Voilà, donc nous allons passer à la séquence suivante. Voilà, Sébastien. Et d'ailleurs,
on est en train de se rencontrer avec le printemps de la psychiatrie au niveau départemental, quoi, parce qu'on ne se connaissait pas, donc il y a quelque chose qu'on va essayer de bricoler. Bah oui, pardon, c'est vrai qu'on avait... Tout à fait. Voilà, donc là on a 10 petites minutes, il va falloir qu'on fasse rentrer les choses qui sont importantes pour nous. Oui. Alors, tu me dis de rappeler les journées folles du Tour Ski qui sont les 3 et 4 octobre, c'est ça? C'est très important de pouvoir le faire savoir. D'autant plus qu'on a un ami dont on ne savait pas qu'il pourrait venir, qui vient nous parler d'un dispositif concernant les personnes migrantes. Voilà. Donc on va être du côté, dans ces 10 dernières minutes, de ce qui s'invente. Donc dispositif, écrit et art. Voilà. Et on va rentrer là-dedans pour laisser la parole à Richard Justin, de ceux qui s'inventent. À moins que tu sois mal. Bien venez là. Ah ouais. Bonjour, donc je m'appelle Romain Lapierre, psychologue à mi-temps, et puis sur l'autre mi-temps, je fais pas mal de bénévolat sur quelque chose qui me tient à cœur et qui, je pense, enfin l'appel des appels, je l'ai rencontré à 29 ans, il y a une dizaine d'années. J'en ai 39 du coup, et je pense qu'il y a c'est intéressant de voir en fait, parce que une sorte de renaissance de l'appel des appels, et de voir où c'est qu'on en était il y a 10 ans, et où c'est qu'on en est un peu aujourd'hui. Et moi, quelque chose qui m'a quand même pas mal, dans mon cheminement, bouleversé, c'est un peu quand même des questions liées, on a parlé de colonialité tout à l'heure, et puis surtout de la question migratoire et de ce qui se passe aujourd'hui en Méditerranée. Là, il y a un article du Monde, donc du coup, sur les 4 dernières semaines, 600 personnes sont mortes noyées en Méditerranée, 600 personnes sont mortes noyées, et elles sont mortes en fait parce que nos gouvernements organisent ces morts-là en payant du coup les gardes-côtes libyens ayant allongé d'ailleurs les côtes libyennes et reculé les eaux internationales en refusant l'accès au port des bateaux humanitaires de Open Arms et du coup de Ocean Viking. Voilà, on est à Marseille, du coup la grande ville méditerranéenne de la France. Du coup, j'ai exercé un temps à Dakar, où j'étais allé justement un peu. Je pense qu'il c'est bien de voir aussi l'envers du décor. Hein. Il y a la France, il y a 100 ans, pas 10 ans, mais il y a 100 ans, était un très grand empire colonial. Je pense qu'il y a des questions qu'il faut arriver à se poser parce que, en fait, ça nous arrive là, clairement. Du coup, aujourd'hui, je suis assez engagé sur la question des mineurs non accompagnés. Ça s'est fait justement par un mail où je parlais de tout ça. Une amie l'a transféré de Dakar, je l'ai envoyé, une amie l'a transféré à un copain à elle qui travaille pour le HCR, d'ailleurs au comité aux réfugiés en Afrique, et qui hébergeait 2 mineurs non accompagnés sur Marseille, qui avaient été remis à la rue, ce qu'on appelle déminorisés administrativement, parce qu'après il faudrait parler des conditions d'accueil. Et du coup, lui repartait là-bas, et je me suis retrouvé, en arrivant à Marseille, il a eu ce mail, il fait « Oula, lui, il faut que je le et je me suis retrouvé à accompagner ces 2 jeunes, voilà, et 2 jeunes, donc un Guinéen, un Burkinabé, qui n'avaient pas été reconnus comme mineurs administrativement, et qui, du coup, presque un an après, le sont, et sont aujourd'hui, malheureusement pour eux, dans un hôtel à Vitrolles, alors qu'ils scolarisés dans le 10e arrondissement de Marseille, mais là, on voit aussi qu'il y a toute une logique de mettre des bâtons dans les roues pour que ces jeunes n'arrivent pas à réussir. C'est pas de la non-assistance à personne en danger, des fois, enfin, on est plutôt dans quelque chose où on met des gens en danger à travers les notions d'OPP ventilées d'un département à l'autre, où il n'y a plus personne pour accueillir des jeunes qui arrivent à la gare. En fait. C'est quelque chose d'assez terrible, et du coup, voilà, je vais le faire court. Mais je suis aussi très engagé sur le squat Saint-Just. C'est pas toujours simple parce que moi je me définis un peu comme étant avec une culture entre guillemets professionnelle, je sais pas, mais du coup enfin, il y a des termes, voilà, la clinique c'est quelque chose qui me parle, et le côté, il y a certains militantismes des fois enfin, qui sont aussi un peu à questionner, et du coup je pense que d'avoir quand même une approche enfin, analytique m'a aidé, enfin plus l'analyse on va dire, mais
et les supervisions individuelles et le travail, mais ça m'a aidé certainement à accueillir quelque chose de la singularité des parcours. Et du coup, voilà, en fait, cette rencontre est quand même vraiment bouleversante avec ces jeunes. J'ai peut-être 200 jeunes sur mon répertoire téléphonique. Il y a beaucoup de choses à faire avec eux. Il y a les inscrire à l'école, sachant que le département refuse de les inscrire à l'école tant qu'ils n'ont pas une reconnaissance officielle, qu'on en a pour 1 an. Et du coup, c'est une idée de les mettre en carafe. Parce que plus tard ils vont à l'école, moins ils auront de chance d'être en formation qualifiante l'année des 18 ans. Et il y a une bonne nouvelle, c'est que le délit de solidarité n'existe plus. Donc du coup, il y a des choses qui, je pense, sont organisées. Je pense qu'on est face à un moment de l'histoire, vraiment, parce que là, les chiffres ont triplé, quadruplé, et voilà, je vous dis 600 morts en Méditerranée depuis 4 semaines. Du coup, le projet que je le porte aussi aujourd'hui, d'ailleurs, avec un interne en psychiatrie. C'est un projet qui s'appelle Ramina, c'est en référence avec Ramina Grobis, qui était le chat des fables, enfin, qui apparaît dans Rabelais et dans les fables de La Fontaine. Ramina pour des réseaux d'accueil des minots non accompagnés. Minots non accompagnés, parce que le terme est mineur non accompagné, parce qu'on ne veut plus dire mineur isolé étranger, parce que c'est trop violent en fait, alors tout va bien. C'est le silence qui tue. Du coup, voilà l'idée de ce projet. Alors, il y a une réunion qui aura lieu le 18 septembre à Catila. Vous pouvez retrouver sur Facebook, il y a une plaquette, une affiche A3. J'ai eu la chance de rencontrer une graphiste qui a donné du temps bénévolement pour ce projet. Il y a une réunion qui a lieu le 18 septembre à Catila, qui est un lieu d'alphabétisation. Si vous voulez, l'idée, c'est qu'on structure en fait un réseau d'accueil chez des hébergeants, mais en fait, la personne pivot, c'est pas l'hébergeant, c'est quelqu'un qui est nommé référent, qui est quelqu'un qui assume d'avoir une relation sur le long terme avec un jeune, sachant que les jeunes, quand ils arrivent ici, entre le moment où ils se déclarent à l'administration départementale et le moment où ils seront mis à l'abri, il est de 4 mois à peu près. Donc, et ils seront mis à l'abri dans des hôtels, et dans des hôtels où ils n'auront pas grand monde. Et une fois qu'ils seront dans les hôtels, ils vont faire un entretien d'évaluation de minorité, qui va être fait par des personnes qui sont payées par le département qui est censé les prendre en charge et qui les sortira de l'hôtel s'ils ne sont plus vus comme mineurs par l'entretien qu'ils payent eux-mêmes. C'est-à-dire que c'est pas très indépendant d'un point de vue juridique. Donc du coup les jeunes, ça il y a des choses très bien, donc ils ont tous droit d'avoir un avocat, devront ensuite demander une audience, mais le parcours des jeunes que j'ai accueillis, ça a été 6 mois peut-être, ou s'ils n'avaient pas été pris en charge, ils étaient dehors, et je ne sais pas ce qu'ils devenaient. Ces jeunes-là, je pense que vous les croisez, il y en a qui se retrouvent en prison, il y en a qui se retrouvent en psychiatrie, ils vont très mal, et en même temps, ils nous donnent quand même un autre regard sur le monde, ils nous apportent beaucoup. Parce que du coup, ils ont une énergie folle en classe, je ne sais pas si c'est beaucoup de professeurs, mais généralement en classe, c'est des jeunes qui arrivent avant même les professeurs. C'est leur souhait. Et du coup, voilà, mon idée, c'est un peu ce référent qui, du coup, accompagne. On a 2 jeunes, on travaille de façon clinique, il y aura des réunions de référents dans un lieu de Marseille, plus des réunions d'information collective. La prochaine a lieu le 18 septembre. Et si ça vous intéresse, vraiment, que ce soit en tant qu'hébergeant ou devenir référent d'un jeune ou 2, parce qu'il y en a une dizaine qui arrivent peut-être à Marseille chaque semaine. Ben voilà, je pense que c'est intéressant, je pense qu'il y a ils sont venus à notre rencontre et voilà, il y a quelque chose, ils sont au bout d'un voyage. Voilà. Merci. Merci de ce témoignage absolument bouleversant. Voilà. Merci bien de votre courage et de votre action. Voilà, bonsoir, on va faire rapidement. On voulait vous présenter la revue Lapsus Numérique. Je ne sais pas si vous avez vu qu'elle était dehors là. Non. On voulait faire discrètement, ça n'a pas marché.
Donc du coup, l'idée c'est parti il y a 1 an, jour pour jour, où on s'est retrouvés, on était à une terrasse de café comme ça, tranquillement. On est nouvellement psychologue, on est nouvellement plein de choses. Et on nous a proposé de faire une émission de radio sur Radio Grenouille. Et on s'est dit, de quoi on va parler, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qui nous touche en fait, qu'est-ce qui nous donne envie de s'exprimer et de quelle manière on voudrait le faire. Alors dès le début, on était déjà frustrés de faire qu'une émission de radio, parce qu'on s'est dit, on n'arrivera pas à tout mettre dedans, on a plein d'idées, on a plein de choses qu'on a envie de développer, donc on a tout de suite eu l'idée de compléter l'émission avec la revue. Une revue qui serait avec des psychologues, avec des artistes, enfin avec plein de monde qui voudrait participer, qui serait dans la même mouvance que nous. Donc l'idée, c'était de se réunir tous les mardis, et tous les mardis, on en parle, on discute ensemble, on se retrouve, on apporte nos nouvelles idées, on n'est pas d'accord, la plupart du temps, enfin souvent quand même, mais on est d'accord aussi quand même souvent, et on trouve des compromis, et on avance, et on invite plein de gens à venir. Donc voilà, maintenant on a un collectif de 12 personnes, et ce collectif se réunit en séminaire où on réfléchit à quelle revue on veut faire. Voilà. Est-ce que j'ai tout dit? Voilà. Oui. Et donc on est de plusieurs orientations différentes. Marion, tu veux bien nous en parler? Oui. Tu as tellement tout dit que tu as dit ce que je devais dire. Mais merci de nous accorder encore un petit peu d'attention. Donc voilà, je vais utiliser le terme de collectif, même si j'ai entendu que ce n'était pas tout à fait autorisé parfois. On est un collectif, c'est un mot auquel je tiens, fait de 12 individualités. Et nous venons pour la plupart d'études de psycho, donc plusieurs psychologues, mais aussi des professeurs d'école, des ingénieurs, poètes aussi, et 2 spécialistes de la musique et du cinéma. Et donc l'idée, c'est de nous réunir, comme tu l'as dit, pour penser ensemble des questions et des sujets qui sont à la fois, je dirais, intemporels et actuels. Voilà. Donc c'est en gros ce qu'on fait. Peut-être tu veux développer, Paul? Pas mal comme introduction. Oui, on se répète, mais un grand merci à la DAD de nous laisser la possibilité de se présenter ce soir. Alors, je voulais juste revenir sur le nom, c'est Lapsus Numérique. C'est parti de... En fait, on s'est marré en repensant à ces textos qu'on avait envoyés un peu à la hâte, corrigés par le correcteur automatique, qui transforme complètement ce qu'on voulait dire, et parfois ça laisse quelques surprises. Alors on s'est dit, lapsus, acte manqué, est-ce que c'est la machine qui est, c'est plus la langue qui a fourché, c'est la machine. Et à partir de cet exemple un peu banal, ça nous posait quand même la question de comment, finalement nos thématiques, et de comment la subjectivité, la question de l'inconscient, la question du sujet est accueillie dans une ambiance où finalement l'homme viendrait s'identifier à la machine. Et reposer la question de la subjectivité dans cette ambiance culturelle où l'homme s'identifiait à la machine, c'était un thème qu'on partageait et une éthique aussi qu'on partageait. Parce que ça pose aussi des questions sur notre rapport à la parole. On rappelait hier, c'était, je trouve très important de le faire, que la parole est déjà un acte, mais en même temps il faut que cette parole elle puisse résonner, et si elle est rabaissée à son caractère fonctionnel, rabaissée à quelque chose, une sorte de simple communication et un algorithme, elle ne trouve plus la résonance pour qu'elle soit un acte. Donc en fait, pour rappeler, c'est dans ces brèches, dans cette mutation du lien social décrit mais pendant 2 jours, là, qui a été décrit dans ces 2 journées, qu'on puise nos questions et qu'on trouve les thématiques qui nous sont chères. Pour très brièvement, on a d'abord travaillé sur la question des dystopies, ces récits d'utopie qui tournent au cauchemar, qui sont très en lien avec les cultures adolescentes et qui nous donnent un peu un aperçu de comment on envisage aussi l'avenir dans ces récits et comment ça a des échos, notamment dans la sphère culturelle et dans la culture adolescente. On a travaillé aussi sur la question des murs. C'était une exigence de travailler là-dessus au vu des événements à Marseille, du mur de la Plaine et des immeubles qui s'effondrent. On a travaillé, élaboré autour de ces questions. Et je laisse la parole à Théo parce que maintenant on va travailler sur l'homme, la machine et les robots. Voilà, donc nouvelle thématique pour cette rentrée, humains et robots.
pour laquelle circule un appel à contribution. On accueille avec plaisir toute proposition de contribution, et à la radio et pour la revue. La revue d'ailleurs qui sortira à la soirée de sortie de la revue, donc ce sera le numéro 2, ce sera le 12 décembre ici même, au Tourski, on vous invite avec grand plaisir. Donc voilà, 4 émissions radio, une par mois, le 3e samedi du mois à 11h. On va parler du transhumanisme, on va parler des humanoïdes, on va parler de l'art et du numérique, et on va parler de l'amour et du numérique, ce qui nous mènera vers notre thématique suivante qui sera l'amour. Et voilà, des émissions radio qu'on a menées aussi tout au long de l'année dernière. On invite quelqu'un à chaque fois. On a eu l'honneur de recevoir Michel Benaïm, Roland Gori, également Bernard Mossé qui est le directeur des contenus du Camp des Mythes. Ouais, directeur scientifique, voilà. Au sujet de la thématique de cette émission, c'était Mémoire et lutte. Que dire d'autre? Et vous pouvez retrouver tout ce qui nous concerne sur un site web, lapsusnumérique.com. Voilà, vous retrouvez tout dessus, les émissions radio, des articles. Vous pouvez entrer en contact avec nous si vous avez une contribution à nous proposer. Et vous pouvez aussi, si ça vous intéresse, acheter la revue. Il en reste très peu, je crois. Courez vite. Très très rare. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. On passe à la parole à Paulina Béteglo. Excusez-moi, combien il y a de femmes dans le collectif? On est 2. Pas assez. Mais elles sont là. On est 3 sur 12. Bien genré un peu des fois. Oui, mais on ne va pas regarder que ce soit équilibré, on fait comme ça vient. Hein. Oui. Oui. Justement, c'est ça. Donc, par rapport aux œuvres que tu as exposées, si tu peux nous dire quelques mots et après on passera la parole à Richard Martin pour conclure. Merci à vous. Merci Seb. Je voudrais quand même préciser quelque chose. Je suis désolé, je n'ai pas l'habitude d'avoir autant de regards sur moi. Donc ça va être très bref, mais je vais essayer d'être concis. Je m'appelle Apollinaire Béteglo, je suis éducateur spécialisé. Ça fait en tout entre la formation et la pratique 6 ans. C'est drôle parce que l'intervention de Romain, c'est ça, a été comme une introduction actuellement à ma pratique en tant qu'éducateur spécialisé où mon temps c'est m'occuper des personnes en demande d'asile avec la thématique de la traite des êtres humains. Mais je pense que c'est pas le but de ma présence aujourd'hui, mais c'est essayer de voir comment j'arrive à jongler entre ma pratique, moi, et l'art, la peinture, l'écriture, la sculpture. Je pense que cette peinture que moi j'appelle de manière générale, que j'ai commencé depuis la naissance de mon fils, où un jour je le voyais s'endormir et je me suis posé des questions sur qu'est-ce que je suis en mesure de laisser, de faire, de contribuer plus pour plus tard. Et pour moi, c'est juste la question, elle est générale, c'est l'humain à la recherche de son humanité. Quels que soient les thèmes que j'ai pu aborder à travers mes expositions, de peinture ou de textes que j'ai pu lire parfois, c'est l'humain. C'est l'humain, c'est les questions auxquelles je suis confronté dans mon boulot, mes frustrations, mes doutes, mes colères. Et on fait les analyses de pratique, on en a parlé, tout ça, mais il y a cet espace de la création qui me permet de rêver. Quand je suis en face d'une jeune personne, plus ou moins mineure, mais qui est passée sous un âge adulte, qui vient d'être, à qui on vient de couper l'aide de l'allocation de demandeurs d'asile, et qui vient me dire je ne sais pas quoi manger, je ne sais pas où dormir, et que je n'ai pas le moyen au niveau de mon boulot. Quand je rentre chez moi, je peins une maison, je mets la personne dedans, j'essaie de répondre à quelque chose que je ne peux pas sur le plan professionnel. Et ce travail, je dis, c'est la terre, on est des habitants de la terre, et cette vision de la chose me permet de toucher, enfin, je me donne la liberté de toucher tous les supports
Actuellement, je travaille beaucoup avec des écorces. Ça fait partie de ma conscience de la question environnementale. Je travaille beaucoup dans la récupération des objets et tout ça. C'est la surconsommation de l'humain. Et du coup, la personne que je croise, que je vois beaucoup dans mon boulot, parce que je passe 35 heures sur une journée, l'art me permet de rêver, de répondre. Je me sens libre de ne pas être condamné pour délit de solidarité quand je peux, comme je disais, créer un espace où je vois des personnages. Je me sens porter la parole de quelqu'un qui, lors de l'entretien, m'a dit quelque chose et que je sais qu'en face, on peut lui demander combien de fois elle a été violée pour pouvoir être reconnue en tant que victime. Quelles sont les cicatrices sur votre peau pour être reconnu en tant que quelqu'un qui a connu des sévices corporels sur les côtes libyennes jusqu'en Italie et tout ça. Donc voilà, la peinture me permet, moi, de poser ces questions, de rêver. Et du coup, je laisse cette place très importante à la pratique artistique de quelque forme que ce soit. Et en étant... comment dire, ayant l'espoir que voilà, c'est la terre. Et je finirai avec cette phrase, je me permets de me copier moi-même parce que tu l'avais affiché là-bas, mais pris par le temps, je vais décrocher pour conclure là-dessus. Cette terre, elle est vivante, elle parle, elle se rappelle, elle se mélange, elle se rencontre, elle se raconte. Je vous remercie. Tout au fort, merci. Richard, si tu veux bien venir prendre le micro pour le mot de la fin, on peut rester là, je pense que c'est bien. Oui. C'est bien. Je vais te laisser à la place du milieu, je vais mettre sur le côté. Je vais même pas m'installer, je vais être rapide. J'ai une question à vous poser. Est-ce que vous savez pourquoi j'ai baptisé ma radio, Radio Grenouille? Non. Alors, vous savez que très longtemps, les seigneurs faisaient battre les étangs pour ne pas être emmerdés la nuit par les grenouilles. Donc c'était leur cerf qui s'y collait. Mais après la Révolution, l'abolition des privilèges, les grenouilles ont pu ouvrir à nouveau leur gueule. Et c'est pour ça qu'elles s'appellent. Souvent, je rencontre des copains qui ont fait un tour sur cette radio et qui se demandent si c'est pas la météo ou ça va. Donc, que ça se sache, c'est dans le droit fil de nos bagarres. Et le premier slogan, quand j'ai mis cet émetteur sur le toit du théâtre, un émetteur de l'armée que j'avais acheté d'occasion, le premier slogan c'était « Radio Grenouille, la radio qui vous saute au cou ». Alors, elle était insolente et amusante. J'espère que vous continuerez dans cet esprit-là. Avant toute chose, avant de vous quitter, je voulais vous dire combien je suis heureux d'avoir connu tant d'amis de Roland que je ne connaissais pas et qui maintenant savent, je le crois, qu'ils sont ici chez eux et que j'espère les retrouver dans cet espace qui est un espace poétique de résistance. Il vous appartient. Je ne vais pas me répéter, mais quand même, je crois qu'il faut le dire souvent, parce que c'est souvent une formule de politesse. Venez, vous êtes chez vous. Non, vous êtes chez vous. Et ce théâtre appartient avant tout, je crois, à ceux qui pensent que c'est réservé à un cercle de privilégiés. Dans cette fraternité qui, grâce à ces mouvements que vous avez initiés, on retrouve sans hypocrisie, en toute simplicité, sans avoir peur de dire des bêtises. Vous voyez, je m'exprime. Et c'est extrêmement précieux. Et si vous me permettez, juste une petite parenthèse pour Roland te dire combien je suis touché que tu aies accepté de conduire ici les universités populaires, car grâce à toi, on respecte cette action et que tous ceux qui connaissent ton travail et ton engagement
ne remettront jamais en question le sens vrai de ce combat. Merci, Roland. Je vous demande, si vous voulez, de l'applaudir simplement parce que c'est mon frangin. Et on ne peut pas finir, puisqu'on est dans cet espace Léo Ferré, sans une réflexion du poète qui dit que la violence est l'apanage du muscle. Les oiseaux, dans leurs cris de détresse, empruntent à la violence musicale. Les plus beaux chants sont des chants de revendication. Le vers doit faire l'amour dans la tête des populations. À l'école de la poésie, on n'apprend pas. On se bat!